On y est, le chapitre 1109 est sorti et il est tout bonnement magistral. Luffy affronte Kizaru et Saturne en 2 contre 1. Dans moins de 10 minutes, Vegapunk va dire la vérité pourtant bien cachée au monde. Kizaru est totalement dépassé, Saturne s'avère être extrêmement tenace. Et en fin de chapitre, il procède à l'invocation totale des 4 autres démons des enfers. Sabo parlait d'une vue d'enfer au sommet de Marégeoise. L'ambiance était morbide, l'aura était maléfique, les créatures étaient démoniaques. Mais après avoir eu des ombres et Saturne en combat, c'est au tour des 4 autres de se dévoiler pleinement. Bonjour à tous, ici c'est le Seul Unique Sensei, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour parler ensemble du chapitre 1109 de One Piece. On est en pleine fin d'arc. C'est maintenant que tout va se jouer. Les doyens ont moins de 10 minutes pour faire la différence et trouver un moyen d'arrêter la diffusion du message. De son côté, Luffy est limité en temps à cause du Gear 5. Zoro est toujours devant Lucci. Sanji est très proche et les autres sont encore debout, à part Robin qui en profite pour faire une sieste. Nika le dieu soleil est face aux 5 doyens des enfers. Quel sera le résultat de ce face-à-face? Quel est leur véritable niveau de puissance? Les Mugiwara pourront-ils s'en sortir? Peuvent-ils aller chercher une victoire? C'est parti. Le Buster Call pouvait être dangereux car il y avait beaucoup de navires. Mais un Buster Call reste avant tout une attaque de navires de la marine. On ne parle pas de grande puissance individuelle, ce qui est primordial quand on affronte un équipage Yonko. Le nombre, c'est bien, c'est utile, c'est même important, mais le plus important reste les combattants au niveau individuel. Les géants ont attaqué les navires et ils vont bien. Ils prennent même du temps pour parler à Franky. De son côté, Kizaru se fait changer en pizza. Il se fait terrasser, humilier, jeté comme un déchet. Au niveau individuel, pour la marine, c'est très compliqué. La situation est extrêmement délicate. Voilà pourquoi l'intervention des doyens est impérative, en tout cas du point de vue de Saturne. Et a-t-il tort? Je ne crois pas. Dans la vidéo pré-chapitre, j'ai affirmé que la punition était inéluctable. Et effectivement, elle est bel et bien inéluctable. Luffy a tout simplement puni Kizaru et Saturne. L'humiliation est totale, complète, parfaite. Il montre à Saturne que Kizaru n'est rien face à lui. Saturne se voit dans l'obligation d'appeler de l'aide. Le message va être diffusé. Il est pieds et poings liés. Pour le dire autrement, sans eux, il est foutu. Il est grand temps de faire un bilan par rapport à Saturne, qui est un des 5 doyens, et qui est tout d'abord arrivé sur Egghead sans vouloir se montrer. Il faut rappeler qu'à l'origine, l'opération était uniquement pour Vegapunk. Il n'était aucunement question d'attaquer un empereur ou un équipage d'empereur. Mais il s'est avéré que l'équipage était là, et donc les événements ont fait que on a eu un face-à-face. Saturne voulait donc rester caché. D'ailleurs, il le dit bien, je ne veux pas que ma présence soit connue. On peut imaginer qu'il était là en dernier recours, avec la plus de commandement qui est à son maximum. Mais il s'est avéré qu'on a eu un choc entre l'amiral et l'empereur. En réalité, ce choc est plus symbolique qu'autre chose, car Luffy commence en disant « on est 100 fois plus fort », en référence à Rayleigh qui est à l'époque un mur pour Kizaru. Forcément, ça ne pouvait pas bien se passer pour Kizaru. Et donc, Saturne intervient. Il se dévoile avec une véritable forme démoniaque et ses premiers mots sont importants, car il dit qu'il comprend que Kizaru ne pouvait pas faire grand chose. Sauf que Saturne s'avérait être très puissant. Et au-delà de l'être, on a un combattant qui est mine de rien plus complet que Kizaru. Il a plusieurs caractéristiques, des pouvoirs intéressants. Et offensivement, c'est très bon. On a une technique avec ses yeux, une technique qui fait saigner Sanji, qui fait saigner Luffy. On a donc une technique qui fait mal à un commandant et un empereur, à distance, et qui est a priori compliqué à esquiver. Saturne peut paralyser, et il a paralysé quelqu'un de très fort comme Sanji. Saturne a également une incroyable faculté de régénération. Dans le chapitre, Kizaru se prend la même technique. Il est envoyé au loin, sur un bateau, il est allongé, au sol, il en peut plus, il est en souffrance. Alors que Saturne, quant à lui, se régénère, attaque et force Luffy à esquiver. Donc là, on a un combattant qui a une faculté à encaisser les coups, à se régénérer et à revenir. Et il faut noter qu'il revient instantanément. Quand Barbe Blanche énervé a tapé Akainu, il aura fallu attendre qu'il perde la vie. Là, il revient directement après l'attaque. Donc, en termes de comparaison, vis-à-vis de Kizaru, disons que c'est littéralement incomparable. Ce n'est pas du tout la même chose. N'oublions pas qu'il s'est pris un trou dans le ventre et qu'il s'est régénéré. Il s'est pris une patate de Kuma énervée et il s'est régénéré. L'attaque de Franky qui lui fait un trou, c'est quelque chose qui est mine de rien, entre guillemets, stratégique de la part de l'auteur. Car il fallait que Kuma se venge sa famille en le frappant très fort. Donc il fallait de gros dégâts. Mais il ne fallait pas que la puissance offensive soit trop élevée. Il ne fallait pas que Kuma ait un niveau trop élevé. Donc en faisant en sorte que Franky parvienne à le trouer, ça nous permet de relativiser les choses. Saturne est quelqu'un à qui on peut faire des dégâts plus ou moins facilement. Mais qui se régénère parfaitement. Saturne a 2 formes, une forme araignée et une forme géante de démon araignée. Sous cette forme, quand il frappe, il y a du poison. Et on a une info importante. Sanji dit à Luffy d'esquiver. Et Luffy dit à Sanji de partir pour éviter que Vegapunk ne se fasse avoir. Le Yonko et son commandant peuvent donc avoir de gros dégâts contre Saturne. Et mine de rien, ça c'est impressionnant car, en comparaison, Kizaru ne fait pas grand chose.
ni à Luffy, ni à Sanji. Et l'auteur le montre en gros plan. Saturne propose donc quelque chose d'offensif qui est pas mal. Une fois que l'on met toutes ces choses en évidence, on comprend que Saturne en tant que combattant est très bon. Et je dirais même qu'il est plus proche d'un Rayleigh que d'un Kizaru. Dans les vidéos précédentes, j'affirmais qu'après la marine, c'est au tour du GM d'être les vrais ennemis, après les pions, les joueurs. Et c'est ce qui arrive. D'ailleurs, il faut savoir que la cohérence globale de l'œuvre et la puissance des doyens sont indépendantes l'une de l'autre. A contrario, les différents membres de la marine ne peuvent avoir un niveau trop élevé, car leur niveau dépend de la cohérence globale, au vu des arcs précédents. En parlant de Rayleigh, on le connaît. On parle d'un homme qui aurait pu totalement changer la bataille de Marineford. Garp affirme que la marine ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. On parle d'un homme qui demande à un empereur de lâcher sa cible, donc Hancock, et de repartir. On parle d'un homme extrêmement puissant, mais qui pourtant n'a pas le niveau d'un empereur, car il avoue explicitement son infériorité. Et d'ailleurs, c'est encore une fois stratégique, et stratégiquement très bien joué, car l'auteur nous montre qu'il maîtrise parfaitement la cohérence de son œuvre. De par la puissance de Rayleigh, il est en mesure de faire comprendre à Barbe Noire, un empereur, que ça peut mal se passer, même s'il est plus faible. L'empereur a pesé le pour et le contre, et il a compris que ça n'en valait pas la peine. Saturne est plus proche de Rayleigh que de Kizaru, de par les éléments vus plus tôt, et de par le rôle du personnage. Pour autant, a-t-il confirmé un niveau supérieur à l'amiral? Eh bien, c'est débattable. Un niveau supérieur, tel que l'auteur l'explique dans son manga, ça implique qu'une victoire est très compliquée à aller chercher. Rayleigh avoue qu'il aurait perdu. Il part donc du principe que la victoire est quasi impossible, en 1 contre 1. Pourtant, on peut se dire que dans l'absolu, il peut. Certes, mais c'est dans l'absolu. Donc, c'est compliqué. Le niveau de Saturne, qui est un niveau important par rapport à la fin du chapitre, la fin de l'arc et même la fin du manga, n'est pour l'instant pas confirmé. Pour autant, sa régénération et sa puissance offensive font qu'il est supérieur à Kizaru. Et gardons en tête qu'être supérieur n'implique pas forcément d'avoir un niveau supérieur. Quoi qu'il en soit, Saturne est un être très puissant. Pourtant, le prochain roi des pirates le claque. Lui, l'amiral, les change en pizza et Saturne part pour invoquer tout le monde. Alors là, bien évidemment, on a le droit de se demander, mais comment est-ce possible que Luffy les claque tous les deux comme ça? Comme dit plus tôt, j'avais annoncé une punition. Et effectivement, il est puni, même si la punition est plus prononcée contre Kizaru. Et en parlant de lui, avant de répondre à la question, regardons un petit peu la double page couleur qu'il a fait pour le chapitre 1091. Qui se nomme Sentomaru, et dans lequel l'amiral Kizaru tabasse son neveu. Nous avons un Luffy qui mange de la pizza, et on a donc une conclusion qui est parfaite. Celui qui a tabassé son neveu, alors même que son maître, Saturne, l'a autorisé à ne rien faire, se fait littéralement humilier et changer en pizza. D'ailleurs, c'est à la fin du chapitre que Luffy lui dira qu'il est devenu beaucoup plus fort. L'amiral a choisi son camp depuis bien longtemps. Il a tabassé son neveu, frappé Bonnie, éliminé Vegapunk. Il n'a pas de volonté. Pas d'ambition. Il a fini où il devait finir. Totalement humilié au sol. Maintenant, on va répondre à la question, mais comment est-ce possible que Luffy se les prenne aussi facilement tous les deux en 2 contre 1? Alors en fait, c'est simple. Reprenons ce que je répète depuis longtemps. 2 amiraux peuvent vaincre un empereur, mais la victoire n'est aucunement garantie. Ce n'est pas une question de nombre. Si un amiral vaut 100 et qu'un empereur vaut 190, les 200 ne vont pas forcément gagner. Ils peuvent, mais la victoire n'est aucunement garantie. Le différentiel de puissance au niveau individuel est tel que si l'empereur en élimine un rapidement, alors on aura un 1 contre 1 avec l'autre. La conclusion à tout ça, c'est qu'il faut avoir confiance en la faculté qu'a l'auteur à être cohérent, constant, à respecter la logique qu'il a instaurée il y a longtemps. Croire que Barbe Blanche est partie à Marineford alors que Marco n'a aucune chance contre Kizaru, c'est tout de même compliqué. Maintenant, il faut savoir dire la vérité. Kizaru est extrêmement mauvais. Ce constat est objectif. Je vous parle après avoir analysé les choses. L'amiral est offensivement très mauvais, alors que c'est censé être un impératif. Lui n'est bon qu'à gesticuler, qu'à frapper pour rien, qu'à tabasser des gens bien plus faibles que lui. Luffy l'a tout simplement terrassé, il l'a humilié, il l'a anéanti. Alors bien évidemment, on pourrait se dire que Luffy a également fait de telles techniques au roi des bêtes, quand il l'a tourné. Mais, encore une fois, il y a une différence fondamentale. Il suffit de comparer pour comprendre. Alors comparons pour comprendre. Quand Kaido frappe, il frappe bien et fort. Il sait frapper, il sait riposter. Et la notion de riposte est importante. Quand il se fait prendre et attaquer, il le grille littéralement, directement après. Luffy n'arrive pas à esquiver, il se fait avoir. Et on voit le résultat. Kizaru ne sait ni frapper, ni faire mal, ni riposter. Il est totalement impuissant et se fait éclater. Avec Kaido, Luffy joue au tennis avec l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça va vite, ça riposte, ça renvoie fort. Avec Kizaru, Luffy joue avec une marionnette, un pantin. Beaucoup pourraient regretter le fait que Kizaru n'ait pas beaucoup plus de puissance. Mais l'auteur connaît la cohérence de son œuvre.
il veut éviter que son œuvre soit incohérente. Il suit une ligne directrice. Et même si pour beaucoup c'est dommage, tant pis pour eux. One Piece est cohérent depuis plus de 20 ans. L'auteur ne va pas tout gâcher pour Kizaru. Et puis de toute façon, l'amiral n'est qu'une marionnette. Maintenant, les vrais démons arrivent. Donc, fondamentalement, ça ne change pas grand chose qu'il soit mauvais. Il a joué son rôle. Un combat contre Sanji aurait été trop long. Alors il affronte Luffy qui peut l'éclater rapidement. Et qu'il éclate rapidement. L'amiral fait une technique avec ses yeux qui ne sert à rien. D'ailleurs, on a pu voir Queen avec une telle technique. Et en parlant de Queen, quand il a physiquement frappé Sanji, il lui a vraiment fait mal. Ce qui n'est pas le cas de Kizaru. Pourquoi ? Parce qu'il est mauvais. Law est bien meilleur offensivement. Kid est bien meilleur offensivement. Zoro est bien meilleur offensivement. Sanji est bien meilleur offensivement. Et d'ailleurs, il l'a choqué. Sanji est par ailleurs bien plus complet. Tout ce que l'amiral a, c'est une bonne défense, qui ne lui a pas servi à grand chose dans les moments fatidiques. Dans les vrais moments, sa défense est totalement inefficace. Il s'est fait changer en pizza. C'est Pizzaru. Parlons des doyens au sens large. Quand Saturne est apparu, il y avait un 5. La question est... est-ce que ça veut dire que Saturne est le plus faible? A contrario, est-il le plus fort? Deux façons de voir les choses, un classement en chiffres qui monte ou qui descend. Mine de rien, l'auteur le fait avec les commandants. On a un classement prédéfini par l'auteur avec le plus fort et le plus faible. Par exemple, même si on n'a jamais vu Lukiru et Yasop combattre, on sait que Lukiru est hiérarchiquement supérieur et que cette hiérarchie implique qu'il est supérieur. Pour autant, on ne parle pas de niveau supérieur. Car un niveau supérieur implique, encore une fois, que les chances de gagner sont très minces. La différence entre Zoro et Sanji n'est pas aussi notable que la différence entre Rayleigh et un Yonko, ou entre Kizaru et Rayleigh. Pour les amiraux, l'auteur n'a jamais été clair quant à la hiérarchie. Même au niveau de l'amiral en chef, si on demande à tout le monde qui est le plus fort entre Sengoku et un amiral, sur Marineford, la majorité répondra un amiral. Donc pour le Gorosei, ça dépend. On pourra avoir quelque chose d'équivalent. D'ailleurs, dans le chapitre, on ne voit pas les chiffres sur les invocations. Aura-t-on un 5 pour tout le monde, ou alors aura-t-on du 1 au 5? Quoi qu'il arrive, c'est compliqué à déterminer, et ça dépend des combats. Chez les commandants, c'est utilisé surtout pour les Mugiwara. Mr. 2 Sanji, Mr. 1 Zoro, Jebura Sanji, Kaku Zoro, Queen Sanji, King Zoro. Ça reste un schéma qui est largement utilisé pour eux. Par contre, quand on voit la puissance de Saturne, ça nous laisse imaginer pour le reste. Et en parlant de Saturne, qui a un pouvoir de régénération, peut-être que les 4 autres ont également ce pouvoir. Et ce pouvoir les rend justement très compliqués à vaincre. Luffy lui a fait un enchaînement, ça ne marche pas. La technique à coucher Kizaru ne marche pas. Si le pouvoir est partagé, alors ça peut être lié à un type de fruit particulier. Peut-être qu'on a une catégorie de fruits, les bêtes démoniaques. Un type de fruit avec pouvoir démoniaque. Ou alors, ça peut être lié à Im, car il ne faut pas oublier qu'on peut les invoquer. On a des pentacles qui sont utilisés pour de la magie. C'est un pouvoir magique. La magie se mélange donc au pouvoir démoniaque. Vegapunk n'a pas compris les pouvoirs et la forme de Saturne. Il dit ça doit être un fruit, mais il n'a aucune certitude. Donc un type de fruit est envisageable. Mais ce qui est bizarre, c'est que Vegapunk ignore tout ça. Par contre, cette méconnaissance peut se justifier par le fait qu'il soit caché. On parle de combattants très âgés, qui ont une longévité très surprenante, et qui n'ont aucun intérêt à laisser fuiter l'existence de leurs fruits. Le problème de cette régénération, c'est que si un Yonko a du mal à aller au-delà, alors pour les autres, pour les niveaux inférieurs, ça va être compliqué. Et s'il faut attaquer Im, voire l'éliminer pour leur retirer le pouvoir, alors pour Egghead, ça va être compliqué. Les doyens qui viennent, ça me fait penser au face-à-face entre Meliodas et les 10 commandements. Le moment où Meliodas les confronte, c'est clairement le point culminant de l'histoire. Les 10 commandements, qui est un groupe puissant de guerriers démoniaques, est un groupe où chacun a des pouvoirs uniques et redoutables. Meliodas leur fait face pour plusieurs raisons. L'affrontement est donc multidimensionnel. Il implique des thèmes de trahison, de destin, de rédemption et de protection. Dans cette scène, Meliodas est déterminé. Il démontre sa force et son courage contre des adversaires très puissants. Le moment est intense et il met en valeur Meliodas, son caractère et son rôle de héros. C'est une confrontation qu'on pourrait qualifier de confrontation entre le bien et le mal, avec des enjeux élevés. Et bien là, Luffy est contre les 5 doyens des enfers. Et l'affrontement coche toutes les cases pour avoir un parallèle intéressant. Être démoniaque, bien contre mal, protection, destin, etc. Les 10 commandements ont, comme dit plus tôt, des pouvoirs qui leur sont propres. Et je pense que pour le Gorosei, ce sera pareil. Ils ont clairement des pouvoirs démoniaques. Et, dans Seven Deadly Sins, leur pouvoir démoniaque leur a été conféré par le roi démon. Dans One Piece, l'équivalent pourrait être Im. Les démons se prosternent devant leur roi, le roi démon.
Im. Chaque membre des 10 commandements a un pouvoir unique qui est à la fois une bénédiction et une malédiction, car il impose des règles ou effets sur l'utilisateur et ceux qui l'entourent. Le roi démon leur a attribué ses pouvoirs dans le but de renforcer son camp et d'asseoir son autorité dans les batailles contre les autres clans. C'est exactement ce qu'on pourrait avoir avec Im, qui leur a attribué des pouvoirs pour renforcer son camp et asseoir son autorité dans des batailles contre les autres clans, comme pour le célèbre clan des Ji. Le roi démon aurait alors pu remporter la bataille légendaire qui l'opposait au dieu soleil. Et c'est cette bataille qui a permis aux doyens d'avoir le titre de dieu guerrier. Chacun est un dieu guerrier et chacun un domaine pour la gestion du monde. Pendant longtemps, j'ai répété que la suite du manga allait tourner autour de tout ce qui est démoniaque et divin, et on est en plein dedans. L'avantage que j'avais démontré, c'est qu'on est dans le domaine du mystérieux, du magique, du mystique, et donc, par définition, on peut avoir n'importe quel pouvoir. On est dans la nouvelle grande phase de l'œuvre, et Nika le dieu soleil doit affronter les démons des enfers.